Bon, la gueule de l'ingé son qui vient de faire 25 minutes de blabla et qui n'avait pas vu que le micro était muté. Bref. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle culture. Et je vais relayer l'appel d'un théâtre marseillais qui est le Tourski, qui est un théâtre historique de la ville, à la tête duquel est un acteur historique aussi, Monsieur Martin, qui est le fondateur de cette structure il y a plus de 50 ans, et qui a entamé cette semaine une grève de la faim, parce qu'il est en conflit avec la mairie, et voilà. Donc je vais vous montrer tout ça. Bien évidemment, tous les liens, encore une fois, seront dans la description, de façon à ce que vous puissiez lire par vous-même. Je ne vais pas tout lire. Vous êtes grand, vous savez lire. Donc, tous les liens seront dans la description. Je vous invite à aller voir le site du Tourski. C'est tourski.fr, sur lequel il y a donc les lettres qui ont les appels. Vous avez bien évidemment aussi toutes les informations sur l'actualité culturelle, sur la saison en cours. Donc, Monsieur Martin s'est fendu d'une lettre, c'est pas le bon, voilà, c'est fendu d'une lettre que je vais vous lire en diagonale pour que vous ayez un petit peu de contexte par rapport à ce que je vais dire. Lettre ouverte de Richard Martin aux Marseillaises et Marseillais. Chers amis, chers publics, chères Marseillaises et Marseillais. Après 3 grèves de la faim pour dénoncer les politiques culturelles désastreuses, 1981 contre Giscard d'Estaing, 2009 contre la DRAC PACA, 2019 contre Jean-Claude Gaudin, je prends aujourd'hui une décision grave. Mardi 7 février 2023, j'entamerai ma 4e grève de la faim. Cette douloureuse décision, je la prends en toute lucidité. Je fais une parenthèse, d'après tous les commentaires que j'ai lus, M. Martin a beau avoir 79 ans, apparemment, il a toute sa tête. Vous le verrez plus tard. Depuis plus de 50 ans, je me bats pour le théâtre Tourski que j'ai fondé dans ce quartier le plus pauvre d'Europe, que j'ai baptisé du nom d'un poète. Mon combat a toujours été de défendre l'idée d'un théâtre populaire, de mettre l'humain au centre de tous mes projets et de prouver que la culture n'est pas réservée à un cercle de privilégiés. Je me suis toujours battu pour une culture ouverte à tous, sur le monde, loin des idées reçues, loin des sectarismes et de l'entre-soi. Le Tourski, c'est 53 ans d'engagement, de refus, de bagarres et de défis, de projets fraternels, d'union et de création, de rassemblement d'artistes des 4 coins du monde et de toutes les disciplines. C'est aussi le travail avec les jeunes, avec les associations, c'est aussi la lutte contre le réchauffement de la planète, la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, contre tous les intégrismes, contre l'homophobie. Une nouvelle fois, je subis un retrait de subvention de 80 000 €, somme vitale, et pour laquelle j'avais fait en 2019, avec 5 compagnons, une difficile grève de la faim de 12 jours. Jean-Marc Coppola, l'actuel adjoint à la culture de la ville de Marseille dans l'opposition à l'époque, avait soutenu mon théâtre et mes actions et, dans une lettre ouverte, interpellé M. Gaudin et s'exprimer ainsi. Bon, du blabla de politique. Aujourd'hui, mon projet a-t-il changé? Mon théâtre et ses actions ont-ils démérité? Non. Nous ne sommes pas aujourd'hui, plus qu'hier, un théâtre de nantis, comme essaie de suggérer M. Coppola, argument qu'il réfutait alors contre l'ancienne municipalité. Forcément, je fais une parenthèse, c'est un politique. D'après ce que j'ai vu, M. Coppola est un retraité de la SNCF, un ancien cheminot. Il est adjoint à la mairie, à la culture, apparemment. Bon, il a tout à fait le droit, c'est pas le problème. Le problème, justement, en politique, c'est qu'on n'a que, ou presque que des retraités, parce que les jeunes n'ont pas le temps, ils travaillent forcément, enfin, en tout cas, moins de temps. Et en rallongeant l'âge de la retraite, ça va aider, encore une fois, la vie politique, hein. Bravo, les gens. Enfin. Donc, qu'est-ce qui fait que... Ah, je ne sais pas si j'étais placé correctement pour la lecture du texte. Bon, excusez-moi si c'était le cas, je n'ai pas vérifié le moniteur de contrôle. Par contre, le retrait de 80 000 € de subvention par Jean-Marc Coppola a, lui, des conséquences dramatiques. Sur les emplois, 4 postes ont été supprimés fin décembre 2022 et janvier 2023 pour des raisons économiques. Sur la programmation et la création, c'est-à-dire le partage de milliers d'heures de travail des artistes avec le public. Sur la sécurité, chaque année, le Tourski dépense 147 000 € pour la sécurité des artistes, du public et de son personnel et de ses locaux. Alors, je refais une parenthèse.
avant d'aller plus loin, les subventions des salles de spectacle sont de plusieurs sources. Principalement sur des grosses villes, c'est souvent la mairie qui subventionne, mais il y a aussi le département, et il y a aussi la région, il y a aussi éventuellement d'autres institutions et d'autres acteurs. Ça dépend. Le budget qui est alloué à la sécurité, particulièrement depuis l'incident du Bataclan, pardonnez le terme, depuis l'horreur du Bataclan, la sécurité a été renforcée lors des spectacles. Et du coup, toutes les salles de spectacle sont tenues d'avoir des agents du SIAP, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des sécurités pour les incendies ou autres, mais aussi une sécurité physique des personnes. Et cette sécurité-là, ce sont des entreprises privées qui fournissent les services, forcément, et du coup, ça a un certain coût. 147 000 €, donc pour une année. Ça vous donne une idée. Le problème, c'est que le théâtre du Tourski a 2 salles de spectacle, une salle de 750 places et une salle de 150 places. Je vous laisse imaginer comment c'est difficile pour des théâtres de cette taille-là de rentabiliser les spectacles. Les cachets des artistes ou des troupes sont souvent très élevés, surtout pour les têtes d'affiche sur les artistes qui tournent en national. On est bien souvent autour de 10 000 € le spectacle et bien plus. Bon, je nuance, hein, il y a tous les prix. Il y a des artistes qui sont beaucoup moins chers. Je ne vais pas citer de nom là aujourd'hui, c'est pas le but de la vidéo. Mais comprenez que 80 000 €, même si le budget global du théâtre, d'après ce que j'ai lu, c'est aux alentours de 2 millions, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup comme coupure. Donc, et sur un risque de baisse de subvention des autres institutions qui suivent la politique de la ville de Marseille, si cette dernière montre un manque de confiance envers nous, la ville étant notre premier subventionneur, le département a en effet baissé sa subvention de 15 000 € en 2022, invoquant cet argument. C'est quelque chose d'assez courant. Alors, ces institutions sont gérées par des politiques, ce qui pour moi est souvent un problème. Je pense que notre démocratie est malade et qu'on a un vrai problème au niveau de nos élus. Ils sont tous au garde à vous, c'est souvent de l'entre-soi. Donc quand une municipalité supprime les subventions ou réduit les subventions sur une association ou sur une salle de spectacle ou n'importe quel acteur, souvent, très souvent, il y a les autres institutions qui vont suivre et qui vont aussi baisser leurs subventions. Alors ils le font en fonction de leur étiquette politique de manière différente, de manière plus ou moins amplifiée. Si c'est, par exemple, le conseil régional a une étiquette politique différente de celle de la mairie, c'est possible qu'ils ne le fassent pas. Mais n'oubliez pas, pour moi, tous les politiques de l'extrême gauche à l'extrême droite, ce sont tous des potes et ils se connaissent tous. Je vous laisserai lire à la fin de la lettre. Je vous invite vraiment à la partager et à la diffuser, donc en partageant cette vidéo notamment. Je vais donner la parole à Monsieur Martin, du coup. Voilà. Hop. On va écouter ce qu'a à dire Monsieur Martin. A priori, il réagit dans cette vidéo à ce qu'il a dit lors d'une interview dans la presse. Je vous laisse l'écouter. Mais oui, c'est vrai, je m'en rends compte évidemment et tout de suite que j'ai dit une bêtise dans l'article de La Provence quand on m'a demandé de m'exprimer en disant que c'est pas parce qu'on conduit des locomotives qu'on peut se mêler de la culture. Tout ça est absurde. Bien sûr qu'on peut se mêler de la culture quand on a conduit une locomotive. La seule chose, c'est que dans ce train-là où la ville veut nous embarquer, je n'ai pas le nom de la gare. Et ça m'inquiète, parce qu'on peut avoir des visions différentes. Et le Tourski, c'est un train aussi. C'est un train qui roule depuis si longtemps, qui a amené une multitude de voyageurs dans des endroits improbables qu'ils ont découverts grâce à la confiance qu'ils faisaient à ce train. Et je conduis ce train-là différent, qui n'a pas non plus le nom de la gare où il va s'arrêter, mais je sais qu'il s'approche, il se rapproche des Lumières. Et ça, je voudrais que ce train-là
continue à rouler en faisant des appels de klaxons fraternels tous les kilomètres et à appeler les gens à grimper dans ce wagon fraternel et qui effectivement ne peut pas passer par les technocrates, par les bureaux, par... il faut pardon, changer d'aiguillage. Il faut qu'on se retrouve et que tous, au-delà de tous les clivages, de toutes les étiquettes qui pour moi sont d'une absurdité absolue, les frères, les hommes se retrouvent et décident de découvrir ensemble la gare où l'on doit descendre. Bon, c'est clairement un homme de lettres, hein. Quelle belle conclusion, quelle belle phrase. C'est... Je sais pas s'il y a quelque chose à ajouter. Alors oui, il y a quand même quelque chose à ajouter. C'est que j'ai trouvé la réponse, du coup, de Monsieur Coppola dans le fil de discussion sous la vidéo. Une personne a partagé la réponse, alors au milieu de tous les tweets de soutien, n'est-ce pas? Pas les tweets puisqu'on est sur Facebook, mais bon, vous avez compris. Donc, voilà donc la lettre ouverte de Jean-Marc Coppola à l'équipe et aux amis du théâtre Toursky, pardon. Depuis 3 jours, Richard Martin s'est mis en grève de la faim. C'est une décision difficile que je regrette et qui m'inquiète. J'ai toujours considéré et respecté l'homme et l'artiste, son travail et son histoire, et il me semble essentiel aujourd'hui de rétablir la clarté des faits. Je ne veux pas, et d'ailleurs personne à la ville de Marseille, entrer dans une guerre contre quiconque. Ce serait aux antipodes de notre démarche politique, au service des Marseillaises et des Marseillais. Nous voulons refaire de notre ville la grande métropole culturelle, populaire et ouverte sur le monde qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Alors là, on a du bon jargon de politique, hein. Ils veulent jamais être clivants, ils veulent jamais être en conflit. En fait, ils ne le sont pas tant qu'on est d'accord avec eux, hein. Et ils regrettent toujours que l'opposition soit toujours contre eux, hein, n'est-ce pas ? Nous avons toujours été partisans du dialogue, de la concertation, et comme nous avons cessé de le dire, nous sommes prêts à nous mettre autour d'une table avec l'ensemble des partenaires institutionnels afin de trouver des solutions pour cet établissement culturel du 3e arrondissement qu'il n'a jamais été question de fermer. Alors bien sûr, ils sont toujours prêts à discuter. Je veux dire, si M. Coppola il nous fait la même chose que Macron avec ses Grenelles, ça va être magique. Je sais pas, je fais peut-être des procès d'intention, mais bon, c'est un politique. Dans cette démarche et dans un souci d'apaisement, je ne répondrai ni au mépris ni aux insultes. J'ai toujours privilégié la discussion sereine au rapport de force et je suis inquiet de l'atteinte à la santé que constitue une grève de la faim. Une action disproportionnée au regard de l'enjeu, car une baisse de subvention ne vaut pas de mettre en jeu sa vie. Alors, je me permets un commentaire encore une fois. Le gars, il a 79 ans. Je pense pas que c'est un lapin de 3 semaines. Donc si il prend cette décision en toute connaissance de cause, en sachant pertinemment qu'à cet âge-là, tu claques une porte, il meurt, c'est que quelque part, il est convaincu que sa démarche est efficace et qu'il doit le faire. Donc là, ce qui nous fait, enfin depuis le début, ce que nous sort M. Coppola, c'est des concepts mobilisateurs. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le principe des concepts mobilisateurs, je vous invite à aller écouter Clément Viktorovitch, qui en parle très bien. Mais pour faire simple, en gros, ce sont des concepts creux, comme la justice, l'égalité, etc. Tout le monde est forcément d'accord avec, mais en fait, quand on a dit ça, on n'a rien dit. Là, pour l'instant, il n'a pas dit grand-chose, le politique, hein. Bien sûr, l'art nécessite parfois de s'affranchir des cadres et des règles, et je serai toujours partisan de la liberté totale de création, forcément. Par contre, sous sa tutelle. En revanche, la gestion d'une salle de spectacle située dans un bâtiment public et financée à 75% par de l'argent public ne peut s'émanciper de règles, de contraintes et d'attention. Alors effectivement, les établissements qui sont financés, enfin, tout ce qui est financé par les deniers du public, effectivement il y a des règles qui l'encadrent, ce sont notre argent, enfin c'est notre argent, donc c'est normal qu'il y ait des règles qui l'encadrent.
Maintenant, alors effectivement, la mairie est certainement propriétaire des murs. Cela dit, encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit dans la vidéo précédente sur le ministre de l'économie numérique, etc. Ils cherchent toujours la domination et le contrôle, nos politiques. Donc, l'excuse pour cette fois, ça va être, en 2022, nous avons pris la décision de rééquilibrer les subventions accordées aux établissements culturels pour remettre de l'égalité et de l'équité dans nos choix budgétaires. Retenez bien ces deux mots, hein. Déjà, égalité, ça peut pas être équitable. Si c'est égal, c'est pas équitable, c'est pas juste. Enfin, c'est très rare que ce soit le cas. L'égalité, c'est un truc mathématique, c'est un concept humain, c'est un concept abstrait en fait. On l'a mis dans notre adage national parce que il faut que ce soit le plus large possible. C'est une devise. Mais égalité et équité, pour moi, ça a du mal à coïncider et à être ensemble en fait. Cette décision nécessaire pour établir de l'équilibre entre les acteurs culturels a été largement comprise et acceptée au sein du secteur culturel, porté par cette solidarité qui le caractérise. Là aussi, on a encore un bon discours politique. Quand ils affirment quelque chose, tout le monde est toujours d'accord avec eux. Enfin, du moins, pas tout le monde, mais la grande majorité. Ceux qui ne le sont pas, ce sont des révolutionnaires, des idiots, etc. Plus de 160 nouvelles structures, projets, des équipes artistiques émergentes ou confirmées représentant une diversité de projets, d'origine et d'esthétique en ont bénéficié et nous avons rétabli un nécessaire équilibre pour que tous puissent en profiter. C'est ce nécessaire équilibre qui nous a poussé en 2022 à réduire de 80 000 € sur plus d'1 million la subvention accordée à la compagnie Richard Martin, l'une des structures culturelles ayant par ailleurs été la moins touchée par ces baisses. Le monsieur, il a dit que c'était subventionné avant à 75%. Richard Martin, il a annoncé qu'il avait à peu près 2 millions de budget sur la salle. Donc si le père Coppola, il nous dit que c'est à peu près 1 million le budget que donne Marseille, c'est pas 75%, c'est 50%. On a déjà un problème au niveau des chiffres. En 2023, malgré ces contraintes budgétaires, nous maintenons d'ailleurs le même niveau global de soutien à la création et à l'action culturelle. Vient maintenant la question de l'occupation du lieu. Alors, il n'y a rien qui emmerde plus nos politiques que des structures qui puissent fonctionner de manière autonome. Parce que quand on fonctionne de manière autonome, on n'a pas besoin d'eux. Leur job, normalement, c'est de régler des problèmes. Hein, c'est de représenter des gens et de régler des problèmes. S'ils réglaient réellement des problèmes, ils auraient plus finalement de boulot. Même si des problèmes, on en aura toujours. Donc, quand quelque chose fonctionne bien sans l'intervention des politiques, il faut qu'ils s'en mêlent systématiquement pour montrer qu'ils existent. Il n'a jamais été question de fermer le théâtre, on verra ça dans le futur, ni de chasser quiconque, on verra ça dans le futur. Nous n'avons qu'un seul intérêt, celui de développer et de faire vivre cette structure sur le plan local, national et international. Alors, de la même façon que quand Macron il dit j'ai fait ça, j'ai fait ci, ou que les autres disent Macron a fait ci, fait ça, c'est pas lui qui a pris une pioche pour creuser un trou ou pour construire une route. De la même façon, là les politiques, ils s'amusent à signer des papiers, c'est tout. Donc c'est pas eux qui développent la structure, qui développent tous ces trucs culturels. Ce sont justement les équipes des théâtres, les artistes, les gens qui font fonctionner réellement, concrètement les structures. Les politiques, ils sont juste là pour se montrer. Et d'ailleurs, par expérience, je peux vous dire qu'ils ne se mêlent de projets que quand ils y gagnent quelque chose. Hein, eux, personnellement, pas forcément la commune. Hein, eux, ils gagnent quelque chose. Aujourd'hui, nous devons nous mettre en conformité avec la loi, vaut mieux. La compagnie Richard Martin occupe le théâtre sans titre depuis 2014 et il convient de régulariser cette situation. Par souci d'apaisement, nous proposons donc à la compagnie Richard Martin de signer une convention d'occupation temporaire. Cette signature sera la première étape d'une réflexion à laquelle nous voulons convier l'ensemble des acteurs impliqués pour écrire l'avenir de ce lieu culturel. Le mec, il se projette, ça y est. C'est 40 ans l'avenir du théâtre. Bon, autre chose. Monsieur Martin a déjà annoncé qu'il était prêt à signer un bail et à signer des papiers. Apparemment, s'il refuse de signer cette convention, moi j'en connais pas le contenu, mais c'est qu'il y a une raison derrière. Cette signature, pardon, je l'ai déjà lu. Travailler ensemble, réfléchir, construire un projet, voilà notre seul objectif. Monsieur Martin est à la tête de 7 compagnies qu'il a fondées et qui occupent ce théâtre depuis 52 ans. En gros, c'est ça qui l'emmerde. On a un vieux qui est efficace, qui a encore sa tête, qui fait encore le job,
Mais du coup, comme c'est lui qui est le directeur et qu'il a une grosse aura de par son expérience et de par tout ce qu'il a accompli dans sa vie, ben, il est en train de faire de l'ombre à la politique culturelle de Marseille. Moi, je l'interprète comme ça. Monsieur c'est dit. Ce théâtre, il le connaît, il l'aime et il partage, je l'espère, notre envie de le voir rayonner. Toujours finir hein, sur ce genre de phrase. Je lui demande simplement de ne pas se mettre en danger, d'accepter la concertation que nous n'avons jamais cessé de lui proposer. Ils sont toujours prêts à être dans la conversation et dans la discussion, les politiques. Mais je vais citer Coluche, en fait, qui disait « La dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours ». Le problème, en fait, avec les élus, il est là. Moi, je travaille beaucoup dans des salles communales. Avec les salles avec lesquelles je travaille souvent, les adjoints à la culture sont des gens qui sont quand même très raisonnables et qui connaissent le milieu. Ils savent comment on fonctionne, comment on travaille. Parce que nous, dans le spectacle, on ne peut pas travailler comme tout le monde. Il n'est pas question de faire 8h, 17h, ça ne marche pas. On n'a pas des horaires de bureau. Nous, on travaille 2 ou 3 jours dans la semaine. Par contre, sur 2-3 jours, on fait le même quota d'heures, voire plus, que n'importe quel salarié du milieu, enfin des autres métiers. Donc, nous, notre rythme, il est différent. Notre rôle, nous avons des tâches à accomplir qui sont spécifiques à celles du spectacle. Et les contraintes qu'ont les directeurs de théâtre ou de salle sont aussi différentes. On ne peut pas gérer une salle de spectacle comme on va gérer un supermarché. Ça ne marche pas. On a des artistes en face. On a des artistes et du public. Et dans les artistes, il n'y a pas de petits égos. Hein, il faut être bien clair. Donc, quand les gars ils sont prêts à monter sur scène devant 50 000 personnes, vous imaginez bien que quand on discute et qu'ils ne sont pas contents, on le sait tout de suite. Donc, voilà. Le problème que je constate depuis des années, c'est qu'il y a de plus en plus de mainmise de la part des politiques sur le monde du spectacle. Alors, c'est pas une nouveauté, hein. En France, c'est depuis la Ve République, c'est De Gaulle qui a globalement imposé le système, avec le ministre de la Culture. Je sais pas si c'est toujours Bachelot, parce que je suis pas au courant de ce genre de choses. Enfin, quand Macron il a choisi Bachelot, il a quand même pas pris le couteau le plus aiguisé du tiroir, quoi. Donc, la culture a toujours été un enjeu politique, un enjeu de propagande. Je veux dire, ça, j'espère que c'est acquis pour tout le monde, de la même façon que l'éducation. C'est aussi un enjeu politique, un enjeu de propagande. Donc, encore une fois, quand il y a des lieux comme ça, qui sont des lieux autonomes, les politiques n'aiment pas ça. Je prends position, sans vraiment connaître le fond du dossier, par rapport au budget, dans ce conflit-là, parce que ce sont des choses que j'ai déjà vues, moi, sur d'autres villes, sur Lyon notamment, ou sur des petites communes. Et alors là, à décharge de la commune de Marseille, je ne sais pas quelle est la situation budgétaire de Marseille, pas en particulier, mais sur les petites communes, ils commencent à avoir de vrais problèmes, qui sont aussi systémiques en fait, hein, qui sont inhérents à la façon dont fonctionne notre structure institutionnelle. Là, pour mars, nous avions une résidence qui était prévue, qui est annulée simplement parce que la commune est obligée de fermer plusieurs de ses bâtiments publics, comme la bibliothèque, comme la salle de spectacle, qui est pourtant une petite salle. Et du coup, on ne pourra pas faire notre résidence. Une résidence, c'est quand une troupe arrive dans la salle, dispose des locaux pendant quelques jours pour peaufiner le spectacle, pour l'affiner, etc. Et en contrepartie, la troupe fait souvent des interventions auprès des scolaires, auprès des bibliothèques, et propose un spectacle où toutes les entrées, les revenus de ce spectacle-là sont à la mairie. C'est souvent le genre d'accord qu'on a avec les petites communes. Donc nous avons une petite commune qui nous a annulé notre résidence, elle est reportée pour cette période-là, tout simplement parce qu'ils ferment les salles, parce qu'ils n'ont plus les moyens de payer l'énergie, en fait, tout simplement. La facture énergétique des communes a explosé, et les toutes petites communes de quelques centaines ou quelques milliers d'habitants ont de gros soucis budgétaires. Donc il y a une forte réduction de la voilure sur les spectacles, sur la culture. On a vu très bien pendant la période sanitaire que la culture n'est absolument pas prioritaire dans le pays. Alors là c'est une discussion, hein, à juste titre ou pas, mais en tout cas c'est le cas. Donc effectivement, c'est la culture qui morfle systématiquement quand il y a des restrictions budgétaires. Je vous invite à faire tourner cette vidéo déjà, afin de donner aussi plus de visibilité à cette histoire, au théâtre du Tour-Ski. Je vous invite à vous abonner, à liker, à activer la cloche s'il faut, enfin vous connaissez toute la procédure. Merci de votre soutien, et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas
à mettre vos avis dans les commentaires. Ça peut avancer à faire avancer la discussion et le sujet. Et puis, ça permet aussi de favoriser un peu, de mettre en avant la vidéo sur l'algorithme de YouTube. Je vous dis à une prochaine pour un autre sujet.